Donc, nous sommes là pour parler d'international, comme vous le savez. On va parler d'international sous l'angle stratégie produit, puisque c'est ce que j'ai fait les 28 dernières années. Je vais vous en dire un petit peu plus dans 2 minutes. Juste pour cadrer un petit peu le temps qu'on va passer ensemble, il est prévu donc que l'on soit ensemble pendant 1h30, donc jusqu'à 10h30. La manière dont je fonctionne d'habitude, mais enfin, tout est très très souple. Vous verrez, j'ai préparé une douzaine de slides qui récapitulent les idées clés que je souhaitais partager avec vous. Néanmoins, vous pouvez m'interrompre, vous pouvez me poser des questions pendant, à la fin, c'est vraiment up to you. L'idée étant que je partage en fait ce que je sais de comment aborder un marché autre que votre marché d'origine. Je vais, vous verrez, aborder des thématiques assez bien cadrées et que je vais essayer. L'idée, ce n'est pas de vous faire un cours magistral, je crois que vous en avez par ailleurs. L'idée, c'était vraiment de vous partager des exemples super concrets de la vraie vie, ou en tout cas de ma vraie vie, qui vont certainement vous inspirer, vous faire rebondir sur une problématique que vous avez. Et au final, ce qui serait cool, c'est qu'effectivement, ce que je vous raconte résonne par rapport à vos problématiques à vous et que vous me posiez plus de questions, pourquoi pas même très précises, sur une problématique ou une question que vous posez. A priori, voilà, on n'est pas très nombreux et on devrait vraiment avoir le temps. Et c'est un petit peu l'esprit, en fait, de cet atelier. OK? Donc, tant que vous ne parlez pas, j'avance. OK? Ça marche. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes là? Alors ça, c'est ce que j'imagine, mais vous avez peut-être d'autres raisons d'être là. Mais ce que je pense, ou en tout cas les derniers groupes que j'ai pu avoir sur ces thématiques d'aborder et de rencontrer son marché à l'international, j'avais en face de moi soit des startups, soit des PME qui se posaient les questions suivantes. La première, c'est finalement, je ne suis pas sûre que j'arriverai à rencontrer mon marché international. Est-ce que ma boîte est prête? Je ne me sens pas forcément les compétences. Je n'ai pas d'expert international en interne. Est-ce que je peux y aller malgré tout? J'ai peur. Ma boîte est encore toute jeune. Je n'ai pas encore les reins très solides et finalement, j'ai l'impression que je ne peux pas me permettre de prendre le risque de me planter à l'international. Du coup, j'hésite et j'y vais pas. Une autre grosse thématique de questions, c'est finalement, j'ai envie d'y aller, je sais pourquoi je dois y aller, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Le monde, c'est grand, l'international, c'est un grand terrain de jeu. Dans quel pays j'y vais en premier? Comment je choisis? Comment je calibre mon potentiel? Et comment je me construis des petits outils simplifiés pour m'aider à la décision et en l'occurrence, comment je me construis un petit business plan simplifié. Voilà, donc j'imagine que vos questions tournent autour de ça. Si elles ne tournent pas autour de ça, n'hésitez pas à me le dire maintenant ou plus tard. Mais en tout cas, c'est un petit peu ce que l'on va aborder. Alors, pourquoi est-ce que moi, je suis devant vous aujourd'hui et qu'on a décidé avec Christelle, Marie-Lou et Alexander de passer ce moment avec vous? Il se trouve que j'ai 28 ans d'expérience de stratégie produit dans 3 grands groupes de biens de consommation. Danone, Big Seb, que vous connaissez tous forcément, qui sont présents dans le monde entier. Et en gros, quand on fait de la stratégie produit dans des boîtes comme celle-là, notamment BIC et SEB, on réfléchit toujours au monde. Notre terrain de jeu, c'est le monde.
quand je m'occupais de la stratégie de la catégorie repassage pour le groupe SEB, eh bien, j'étudiais les besoins des consommateurs partout dans le monde, les concurrents partout dans le monde, les technos disponibles. Et le job, c'était d'identifier finalement des trous dans la raquette et des gaps entre des besoins et des solutions. Et notre job avec mon équipe, c'était d'identifier en fait les besoins soit non adressés, soit mal adressés, soit les besoins en devenir, les nouveaux besoins, et d'en évaluer le potentiel. Et si on avait l'impression que le potentiel était suffisamment important, tac, on allait développer une réponse produit pour ces besoins. Donc, on écrivait un cahier des charges produits et puis après, ça passait à la moulinette du design. D'abord, on voyait si on avait la techno mature pour répondre à ce cahier des charges. Si on l'avait très bien, on partait en développement. Donc, on construisait un design et puis après, on travaillait avec les équipes techniques à fabriquer ce produit au bon prix et avec les bons bénéfices consommateurs bien fidèles aux besoins identifiés. Et si on voyait qu'il manquait une petite brique techno, hop, ça repartait en recherche. Et dès que la recherche avait finalisé la brique techno, on reprenait le dev. Okay, donc vraiment toujours une approche très, très internationale. Donc moi, dans ce cadre-là, j'ai été directrice marketing stratégique chez SEB pendant 10 ans. Je me suis occupée d'une catégorie, comme je vous le disais. J'ai été directrice marketing de la zone Asie-Pacifique, puisque SEB a 7 filiales en Asie-Pacifique, allant du Japon jusqu'à l'Australie. Et je m'occupais de coordonner les stratégies marketing. J'ai été directrice marketing de la France. Alors là, on n'est plus du tout dans l'international, c'est sûr, mais on est sur un gros morceau. C'est la grosse filiale du groupe SEB, enfin, même si la Chine est plus grosse en chiffre d'affaires depuis plusieurs années, mais en termes de profit, c'est encore la France. Je me suis occupée également de développement de catégories dans le monde chez BIC. Alors chez BIC, j'étais sur des catégories assez différentes, même si ça reste des produits de consommation. J'étais sur tout ce qui est porte-mine, donc les crayons, écriture, pour le monde, et tout ce qui est correction. Correction, c'est les films protecteurs blancs qu'on a en France sous la marque Tipex. Voilà, j'ai également dirigé une filiale pendant 3 ans quand j'étais chez BIC. Donc, bon, voilà, juste pour vous dire que je sais à peu près de quoi je parle, à la fois en stratégie produit et ce qui se passe partout dans le monde. Lorsque j'ai vécu beaucoup moi-même hors de France, donc quand je n'étais pas sur des produits qui s'adressaient au monde entier, j'ai vécu 24 ans dans 4 pays différents. J'ai vécu en Algérie, en Russie, en Australie et à Hong Kong plus récemment. Voilà, et depuis un peu plus d'1 an et demi, j'accompagne des startups, essentiellement des startups, parfois des très très jeunes boîtes qui sont sorties du up ou de l'accélération, tout secteur confondu. Il se trouve qu'au début, je pensais que j'allais plutôt accompagner des boîtes qui sont sur des produits qui ressemblaient à ceux sur lesquels j'avais travaillé pendant 28 ans. Et puis la vie m'a emmené à accompagner des biotech même, pas mal de medtech, des biens d'équipement, B2B, B2C. Et en réalité, la conclusion, c'est que le prisme, l'approche est la même. Mon champ d'intervention est double. C'est tout ce qui est proposition de valeur. Donc, j'aide les jeunes boîtes, notamment, enfin celles qui en ont besoin, évidemment. Donc, c'est souvent des boîtes qui sont portées par des équipes plutôt techniques, plutôt profil ingénieur ou chercheur. Je les aide à bien calibrer leur proposition de valeur et à choisir justement le ou les premiers marchés sur lesquels il y a le plus de potentiel et par lesquels il faut commencer. Donc, ça peut être des marchés géographiques ou des applications produits. Voilà, donc je suis là-dessus et je suis ravie donc, de passer cette heure et demie avec vous. Donc, on attaque. Et finalement, la première question qu'on peut se poser, c'est
Mais en fait, c'est quoi l'international? De quoi on parle? Surtout au XXIe siècle, les frontières sont pas mal gommées. Le marché, le consommateur est de plus en plus mondial. Donc en fait, j'imagine que les uns et les autres, quand vous avez international dans la tête, ça revêt des réalités assez différentes. Si vous avez un produit ou un service B2C, j'allais dire, la problématique sera assez simple. Votre consommateur, l'utilisateur de votre produit ou de votre service se trouve dans tel ou tel pays. Donc, si vous avez démarré en France, eh ben, l'international, c'est tout le reste. Si vous êtes en B2B, les frontières vont être déjà beaucoup plus floues. Par exemple, j'ai accompagné une startup il n'y a pas très longtemps qui était sur un matériau très innovant et qui va vendre son matériau à des grandes marques de prêt-à-porter de luxe. Bah là, le terrain de jeu directement, c'est le monde, quoi. Donc, j'allais dire, dans ce cas-là, la problématique internationale, ça va plutôt être la problématique de votre client que votre problématique à vous. Alors, vous allez me dire, les problèmes de vos clients sont vos problèmes, mais la manière de penser, enfin, le savoir et les besoins du consommateur final, ça va plus être de la responsabilité de votre client que de vous-même. Voilà. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de niveaux. Après, il y a aussi, si vous êtes sur un projet de lancer une boulangerie française en Australie, bah forcément, votre marché, ce n'est pas l'international. Votre marché cible, il se trouve que c'est l'Australie. Donc, c'est un champ hyper vague que l'on peut aborder sous plein d'angles. Moi, vous l'avez vu, mon truc, c'est la stratégie produit, c'est le positionnement, c'est bien choisir son marché. Donc, c'est vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. On ne va pas parler d'incoterms, de choses comme ça. Je ne suis pas du tout spécialisée là-dedans, donc j'espère que ce n'est pas uniquement ça que vous veniez chercher, sinon je ne vais pas répondre à votre question. Mais je suis sûre que je vais quand même vous raconter des choses qui vont vous intéresser, parce que c'est toujours intéressant de raconter et d'écouter les expériences des autres. Alors, je vous ai fait en fait une espèce de checklist. Je me suis dit que c'était certainement le plus simple. Et de mon point de vue, pour bien choisir ses premiers pas à l'international, il y a 5 choses qu'il ne faut pas louper. La première, alors encore une fois, hein, tout n'est pas vrai dans 100% des cas, mais d'expérience, c'est quand même mieux avant de partir à l'assaut d'environnements culturels qui ne sont pas les vôtres, puisque tout est une question de culture en fait, et de bien se comprendre. C'est quand même mieux d'avoir déjà un process un peu éprouvé dans votre environnement de référence. C'est hyper compliqué de tout démarrer de zéro avec des gens qui pensent qu'ils ne parlent pas la même langue que vous, qui ne raisonnent pas exactement comme vous, qui n'ont pas les mêmes points de repère. Bon, alors, typiquement, si vous lancez votre boulangerie française en Australie et que c'est ça votre projet, il va falloir que vous commenciez comme ça. Néanmoins, ce sera pas mal que vous ayez déjà débugué un process de fabrication du pain, etc., que vous ne partiez pas tout nu à l'international. C'est ça le message. C'est bien de déjà commercialiser, si vous êtes en B2C, déjà commercialiser votre produit en France, avoir un peu débugué, ou si vous êtes en B2B, à un client français pour vous donner de l'assurance et avoir un peu en famille c'est ça, débugger et vous êtes prouvé à vous-même que vous êtes capable de vendre un produit, un service. Donc, essayez d'avoir effectivement au maximum débugué en France et de vous assurer que votre entreprise est déjà quand même un peu structurée. Vous me direz, si vous avez déjà débugué, vous avez déjà commencé à commercialiser, de fait, votre entreprise est déjà structurée.
autour de quelques compétences clés, commercial, marketing, un peu de finance. On sous-évalue souvent la finance au début. La logistique aussi, ça a été une de mes grandes leçons de vie pendant ces 28 ans. Chaque fois qu'un projet merdait, c'était qu'on avait mal finalement appréhendé la logistique. Donc, c'est un point hyper important à garder en tête. Et évidemment, si vous avez une unité de fabrication, assurez-vous que vous savez déjà sortir un produit avant de partir à l'assaut du monde. Donc là, voilà, on se met en jambes sur des généralités. Deuxième point qui est hyper important, qui va peut-être vous paraître un petit peu trivial comme ça, mais aller à l'international, sortir de son cadre de référence, c'est compliqué. Il y a plein de pièges et je vous donnerai plein d'exemples de pièges dans lesquels moi je suis tombée 1000 fois, et même quand j'étais dans des grands groupes avec tout un tas de gens autour de moi qui étaient censés savoir. Donc, il faut vraiment être motivé. Il faut vraiment que l'international, je veux dire, ça ne se décrète pas comme ça à la fin du repas. Il faut avoir une motivation hyper forte. Et il faut que ce soit une pierre, une brique importante dans votre stratégie. OK. Alors, il y a plein de bonnes raisons de partir à l'international, hein, et de plus en plus d'ailleurs. J'en reviens à ce qu'on se disait tout au début, le monde est un grand terrain de jeu finalement. La première raison, ça peut être que vous avez fait ce que vous aviez à faire en France ou auprès de vos clients français. C'est bon, vous avez fait le plein de votre part de marché cible et donc vous partez vous éprouver hors de France. Vous savez que vous avez un produit ou un service qui, a priori, répond aux besoins d'autres pays. Vous n'avez pas besoin de faire d'énormes modifications. Donc là, ouais, ce serait vraiment dommage de ne pas aller à l'international. Vous avez effectué des investissements importants et la France ne suffira pas à les amortir. Donc là, c'est une question de PNL et de profit. Je vais beaucoup vous parler de profit. Vous êtes là pour faire du profit. Vous êtes sur un marché tout petit, très niche, vous avez une cible très, très bien définie, mais qui n'est pas très nombreuse. Et donc, seule la France ne suffira pas. Et donc, il faut aller trouver des profils jumeaux ailleurs qu'en France. Voilà. Donc, ça, ce sont quelques raisons. Il peut y en avoir d'autres, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment avoir une motivation forte parce que ça représente du boulot et des risques. Et c'est rarement un copier-coller tout simple de ce que vous avez déjà fait en France ou ce que vous avez déjà fait avec des clients français. Alors, comment j'identifie les quelques pays les plus intéressants pour moi et quels sont les pièges finalement dans lesquels je vais essayer de ne pas tomber? Alors, évidemment, vous allez commencer à regarder. Alors, il y a tout un tas de choses qui sont assez intuitives. Si vous êtes en B2C, la taille de la population, le salaire moyen, etc. Vous allez, une des premières questions que vous allez vous poser, c'est est-ce que mon produit correspond à un vrai besoin? Et c'est là où il y a 1000 pièges avec l'international. Les modes de consommation, la culture, etc., ont un impact sur tout, même sur des marchés qui paraissent assez homogènes à travers le monde. Je vais vous donner 2 exemples de ma vraie vie quand j'étais directrice de la catégorie soins du linge. Soins du linge, c'est une jolie façon de dire repassage quand j'étais chez Seb. Donc Seb est leader mondial en repassage, mais très très loin devant son premier concurrent, puisque Seb a le double de la part de marché de son premier concurrent qui est Philips, qui se situe, donc Seb doit avoir maintenant environ 20% de part de marché mondial, Philips 10, et puis le numéro 3, il doit avoir 2. Vous voyez, donc c'est un marché qui est assez concentré. Seb, on a 150 filiales à travers le monde, on est présent partout, on achète des datas dans tous les sens. Donc, on est a priori assez armé pour aller dans un nouveau pays. Et en fait, quand j'étais aux manettes de cette catégorie, on a un petit peu péché par excès de confiance.
Et on avait acheté enfin, nos Nielsen, ce n'était pas des Nielsen, des panels data, des GfK. Donc, on savait que le marché en Chine était assez important. Bah, forcément, ils sont tellement nombreux. On voyait bien que le prix moyen par habitant était plus bas qu'en France, mais bon, on n'avait pas d'éléments sur les taux de pénétration, mais on se disait, bof, de toute façon, ils sont tellement nombreux, il suffit qu'on ait 3% de pénétration et ça se passera bien. Et donc, OK, quel produit on va leur vendre? Ben, on s'est dit, ben voilà, on a des sites de fabrication, notre plus gros site de fabrication est en France, on en avait un en Allemagne, on avait une usine qui nous appartenait en Chine, qui fabriquait des fers qui ensuite étaient vendus notamment dans le reste de l'Asie. Et on s'est dit, ben tiens, on va prendre une petite force de vente, ça va être simple, et on va mettre sur le marché, on avait regardé le prix moyen de marché des fers, quelle marque on va mettre la marque Tefal, c'est la marque internationale, donc il y aura bien, on vend déjà des casseroles en Chine, donc ça fera un référentiel pour la population cible, super. Donc, on définit une gamme, on passe un accord avec un distributeur localement, etc. Donc, on fait quelques petits investissements. Et ça démarre, on les forme, les vendeurs, super. Enfin, on les fait former, nous, on n'y va pas. Ça, c'était la grande leçon. On avait plein d'autres projets sur le feu qui étaient plus importants. Et on n'est pas allé en Chine, ni moi, ni mon équipe. À ce moment-là, on a laissé un peu faire. Et en fait, au bout de 6 mois, rien du tout, toujours pas de vente. On se dit non, mais vraiment, ils sont nuls, ils n'ont pas été bien formés. Donc voilà, attention, toujours le syndrome de c'est la faute des autres. Et au bout d'un an, toujours quasiment rien. Ils commencent à nous dire, les distributeurs, qu'ils ont trop de stock, donc il faut faire de la promo, donc il faut baisser les prix. Les marges étaient déjà pas géniales, et là, les marges commencent à être carrément pas du tout intéressantes. Et là, je me dis, mais c'est quand même pas possible. Il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe. Et en fait, on y est allé avec une de mes chefs de produit et on a fait un énorme store check. Et assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de produits qu'on n'avait pas du tout en Europe, qui émergeaient un petit peu aux US, qui étaient des défroisseurs vapeur et qui n'étaient pas traqués par GfK, ni par Nielsen, ni par quiconque à l'époque, donc qui étaient complètement sous les radars des données habituelles avec lesquelles on travaillait, et que, en voyant les magasins, etc., on s'est dit, mais en fait, les gens ici, ils n'utilisent pas de fer à repasser, ils utilisent des défroisseurs. Et voilà, c'était tout simplement ça. Donc, on avait perdu 1 an et demi. C'était pas grave parce que Seb, c'est une grosse boîte, c'est une boîte qui a de l'argent, mais on a quand même foutu de l'argent par la fenêtre. On a occupé des gens pour rien. Et on s'est trompé lamentablement, quoi. Et donc, ça m'est toujours resté à l'esprit. Allez, n'imaginez pas. Alors, il y a plein de choses qu'on trouve sur Internet, etc., mais il faut toujours vérifier, vous assurer, aller voir au maximum sur place ou parler à des experts ou aller chez les gens parce que on peut être sûr de son coup et en réalité se tromper complètement. En Inde, c'était un petit peu pareil, sauf que ce n'était pas des défroisseurs, c'était des fers secs. En fait, 95% des fers en Inde sont secs. Pareil, on avait développé une petite gamme de fers vapeur sur de notre coût, toujours en se disant, bon, dans la masse, ça va toujours passer, ils sont tellement nombreux, on n'a pas besoin d'une pénétration élevée, il y en aura bien un petit pourcentage qui va les acheter. Et ben non, je veux dire, si ce n'est pas dans leurs besoins, si ce n'est pas dans leurs habitudes, si ce n'est pas dans leur culture, votre produit, il a beau être joli, bien positionné en prix, avec une marque qui vous semble être une marque géniale, avec écrit designé en France, etc. Le conso, il s'en fout, ça ne correspond pas à son besoin, donc il n'achètera pas. Voilà. Donc, vérifiez bien ça, le premier, et ne soyez jamais sûr de rien. Juste, excuse-moi, ouais.
Du coup, parce que avant de lancer par exemple un produit comme ça, parce que nous on nous dit qu'à chaque fois qu'on lance une offre et tout machin, de repartir à faire des entretiens, les entretiens qualitatifs et tout machin, mais du coup vous avez des grosses marques comme ça, vous le faites pas du tout. Bah, en fait, ce qu'on vous dit déjà, c'est vrai. C'est un Ouais, ce ouais, qu'il faut c'est hyper retenir. important. Ouais. Non, là, des fois, quand on est des grosses boîtes, qu'on gagne plein d'argent, qu'on est déjà présent dans 150 pays, qu'on est méga leader mondial, bah, on a l'impression que ça va bien se passer parce qu'on sait, quoi. Et on Ouais, ouais, non, mais ouais, ok. ne sait pas Ouais, tout, tu te quoi. poses moins de questions du coup. Ouais, exactement. Donc, il faut jamais, enfin, on est souvent être overconfiant, c'est la pire des choses. Il faut toujours se reposer la question et se remettre un peu à nu et vérifier, 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 vérifier. Donc, ce que vous apprenez, c'est sûr. Et même si vous, au bout de 3 ans de commercialisation en France, dans un premier pays, dans un deuxième pays, ça se passe bien, avant d'aller dans le troisième ou dans le quatrième, rappelez-vous toujours de ça. Soyez assez scolaire. Allez vérifier, parce que ça vous coûtera toujours moins cher que de vous planter et d'avoir perdu. Alors, parfois, c'est pas dramatique, mais vous avez autre chose à faire qu'à essuyer des plâtres aussi bêtement, quoi, surtout. J'ai- Pardon, ça me fait venir une question aussi. Quand on se rend compte, par exemple, que le marché est déjà donc occupé par soit une autre façon ou d'autres produits, ou peu importe, il est déjà occupé, euh, j'imagine que c'est compliqué d'arriver avec un produit novateur sur ce marché et puis de faire de la com ou d'essayer de rentrer en tant qu'étranger. Ça prend du temps, ça doit coûter des sous, j'imagine. Mais je me dis, chez Seb, vous avez peut-être eu ça quand même en fond d'idée, de se dire, est-ce qu'on ne ferait pas justement, on n'apporterait pas ça comme un nouveau produit et essayer de faire changer un petit peu les habitudes enfin voilà. Ouais, alors ça, avant de penser qu'on... Alors déjà, changer les habitudes, ça coûte beaucoup d'argent. Et en fait, il vaut mieux il vaut toujours mieux surfer sur une vague. Autant changer des habitudes, en fait, c'est assez présomptueux de se dire qu'on va changer des habitudes. C'est pas vraiment, de mon point de vue, hein. À mon avis, il y a une opportunité quand il y a un nouveau besoin plutôt que changer des habitudes. Ou alors, on a mais vraiment une tonne d'argent, on est Apple ou on est des marques comme Dyson, tiens, sur le marché de petits électros qui, eux, ont réussi à changer des habitudes, mais quand ils ont changé des habitudes, par exemple avec les gros aspirateurs, qu'ils ont fait switcher les consos des gros aspirateurs traîneaux vers les aspirateurs balais, vous savez, là, qu'on voit partout maintenant, vous en avez peut-être vous chez vous, il y avait quand même un vrai besoin, quoi. Il y avait ce besoin de ne pas se mettre à quatre pattes pour aller chercher l'aspirateur traîneau au fin fond de mon placard. Il y avait ce besoin d'avoir un produit sans fil où on n'a pas besoin, à chaque fois qu'on change de pièce, de débrancher, de rebrancher, etc. Donc, il faut quand même qu'il y ait un bénéfice. Voilà, on ne change pas une habitude comme ça. Il faut qu'à la base, il y ait un besoin ou il y ait un problème dans l'habitude existante ou une contrainte. Vous voyez, parce que même s'il y a déjà, quand on a bien identifié qu'il y a un problème et qu'on le résout, il va quand même falloir effectivement faire savoir qu'on a trouvé la parade et ça va déjà coûter du pognon parce qu'il va falloir communiquer, quoi, hein, parce qu'effectivement, comme c'est nouveau, les consos, il va falloir leur mettre dans les mains ou alors les rencontrer, leur raconter l'histoire à chaque fois qu'ils se posent la question. Mais s'il n'y a pas, et déjà ça, c'est un peu compliqué, mais si vous n'êtes pas sûr qu'il y a un méga problème dans l'usage actuel et que votre solution va vraiment changer le quotidien, en l'occurrence pour les aspirateurs des consommateurs, ben, vous n'allez pas changer les habitudes s'il n'y a pas une vraie bonne raison et un vrai problème au départ. Voilà. Ou alors, après, c'est du statutaire. On est sur Apple. Et effectivement, Apple, tout le monde veut un iPhone parce que c'est méga statutaire. Bon, c'est quand même, Apple a quand même inventé une manière, une interaction
une manière quand même super intuitive, facile, plein comment dire, de specs aujourd'hui avec un téléphone, c'est un smartphone, c'est vraiment un ordinateur que vous avez dans la poche. Donc, ils ont pas créé un besoin, ils ont changé des manières de faire. En fait, ils ont changé de support, quoi. Mais le conso a fait en nomade et de manière beaucoup plus ludique, facile et on the go, ce qu'avant il faisait devant son bureau sur un gros ordinateur et il a remplacé plusieurs appareils par un seul, quoi. L'appareil photo, le gros ordinateur, etc., etc. Donc il y a toujours alors soit effectivement un saut comme ce qu'a fait Apple, soit un vrai besoin, un vrai truc rébarbatif que les gens font au quotidien et finalement une attente latente, quoi, que vous n'avez qu'à réveiller. Mais il faut qu'elle soit bien là, l'attente latente. C'est important. Parce que typiquement, mes fers vapeur en Chine, les gens, parce qu'après on est allé chez les gens aussi, on s'est dit non mais en fait, pourquoi ils prennent des défraceurs? Certes, c'est hyper cool, c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas besoin de table, mais en même temps, un défraceur, ça défrace, ça repasse pas, quoi. Donc nous, en France, de moins en moins, mais à l'époque, la majorité des gens avaient besoin d'être impeccables, notamment quand ils allaient au boulot. En Chine, non. Il n'y a pas cette culture du vêtement, etc. En Chine, il faut être présentable, pas besoin d'être impeccable, c'est une première chose. Et deuxième chose, il y a ce climat qui est quand même vachement humide, etc., qui fait qu'on s'habille avec des vêtements un peu plus amples, des matières qui, avec l'humidité, assez naturellement se défroissent toutes seules. Enfin, il n'y a pas le même besoin de départ. Et qu'est-ce qu'ils vont aller s'embêter avec un fer à repasser qui fait un truc impeccable, mais qui n'est pas du tout dans les codes, qui est beaucoup plus rébarbatif, il faut sortir la table et tout, c'est pas pour eux, quoi. Et j'allais dire, ils ont raison. On n'est pas là, enfin, on ne peut pas vendre un nouveau produit ou un nouvel usage si c'est porteur de contraintes supplémentaires. Mon point de vue. Il faut que ça résolve quelque chose. Il ne faut pas que ça représente des contraintes supplémentaires. OK ? Mais vous avez là, vous soulevez un point très important. Le deuxième point, et d'ailleurs je l'ai mis en gras, c'est pas par hasard, allez bien, il faut que vous connaissiez vos concurrents sur le bout des doigts, idéalement, mais vraiment, bien connaître ses concurrents, bien savoir à qui vous avez affaire, c'est la base de tout succès, parce que le conso, il va choisir entre plusieurs options. Et même si vous dites, ouais, mais bon, les concurrents, ils ne font pas exactement la même chose que moi. Moi, je suis mieux parce que ça. OK, très bien, si c'est vrai déjà. Tant mieux, et c'est une bonne chose, et c'est un vrai point fort, mais après, il va falloir l'expliquer, quoi. Il ne suffit pas. Moi, j'ai souvent pensé, quand j'étais jeune, que finalement, on a développé son produit, on en est hyper fier et tout. On a fait un pack qui explique bien les bénéfices, et on va le poser sur une étagère. Ça ne marche pas comme ça ne suffit pas, quoi. Ça ne suffit pas. Il faut vraiment rentrer en contact avec le conso pendant tout son parcours d'achat. Donc là, je parle de produits vraiment B2C. Et il y a toute une maturation finalement du consommateur. Il va falloir être là au moment où ses chakras sont un peu ouverts pour s'intéresser à cette catégorie de produits. Puis après, quand vous leur intéressez, il va falloir le harponner pour qu'il cherche à en savoir un peu plus. Et puis quand il va chercher à en savoir un peu plus, il va falloir que vous soyez encore là quand il compare avec effectivement les alternatives, quelles qu'elles soient. Une fois qu'il a comparé, il va falloir que vous soyez encore là pour, s'il n'a pas acheté à ce moment-là, pour lui peut-être l'aider à sa décision et peut-être faire une petite promo, etc. etc. Bref, c'est tout un parcours assez long, un cheminement assez long. Et plus le produit va être cher, plus le cheminement va être long. Mais donc, la concurrence, c'est absolument fondamental.
Donc là, bon, on n'est plus tellement dans l'international, mais comme un des problèmes, et c'était un petit peu l'exemple, on en revient à l'exemple des fers vapeur Chine, si on avait été voir tout de suite sur place, on se serait rendu compte de ça, quoi. Parce que c'était évident dans les magasins, les 2/3 des étagères, c'était ces produits-là, quoi. Et même si nous, on n'en avait pas du tout l'habitude en France, on voyait bien à quoi ils servaient. Et donc, voilà, je pense qu'on aurait décidé de ne pas y aller, en fait. D'ailleurs, on a arrêté au bout d'1 an et demi, et puis on a développé une gamme de défraceurs, et on y est retourné 5 ans après. Mais il y a un moment, il ne faut pas essayer de mettre un rond dans un carré, quoi, ou vice-versa. Soit bouger votre offre, enfin, le conso, il a des besoins et il faut déjà aller vers ses besoins avant d'aller sur des trucs plus compliqués. Donc, les concurrents, assurez-vous que vous avez un vrai avantage par rapport aux concurrents, que ce soit en termes de bénéfices, de ce que fait votre produit ou votre service, ou de prix. Vous pouvez avoir un produit qui fait la même chose, mais qui est 20% moins cher. Ça, c'est un positionnement aussi. Ça peut être une option. Je dis quand même, warning, quand les prix sont bas, c'est rarement, enfin, démarrer une boîte, une entreprise sur un positionnement prix inférieur au marché, c'est quand même un peu dangereux, quoi. C'est un peu dangereux parce que il faut savoir que le prix, déjà, un prix, ça ne fait que baisser. Un prix n'augmente jamais. Donc, quand vous positionnez votre prix, assurez-vous que votre prix, il va permettre à l'entreprise de vivre. Et l'entreprise de vivre, ce n'est pas uniquement votre salaire à vous, c'est les salaires de tous les gens qui vont bosser avec vous, c'est les investissements à venir. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez un positionnement avec un prix pas super élevé, mais bref, qui vient bien se trouver sa place dans le puzzle et dans l'échiquier international. Dans 2 ans, il y aura d'autres concurrents qui arriveront. Donc, il faut toujours vous mettre dans l'état d'esprit qu'il va falloir non-stop continuer à préparer le produit de demain ou vous assurer que votre produit d'aujourd'hui, vous le faites évoluer pour que demain, il soit toujours attractif. Et ça coûte de l'argent. Connaître sa concurrence tout le temps, aller sur place, acheter des datas, etc., ça coûte de l'argent. Donc, quand vous faites votre PNL prévisionnel, il faut absolument, vaut mieux estimer, avoir la main un peu lourde sur les invests à venir que l'avoir trop légère parce que ça vous arrange sur le moment. Parce qu'il y a un moment, si vous ne gagnez pas assez d'argent pour financer votre pérennité, finalement, votre boîte, elle tiendra pas très très longtemps et ce n'est pas votre objectif. Votre objectif à vous tous, c'est quand même de construire un projet, une boîte assez pérenne dans le temps, que vous la vendiez ou que vous la gardiez. Il faut qu'elle ait des ratios financiers qui soient attractifs et qui lui permettent surtout à la boîte de continuer à être compétitive à l'avenir, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on a tendance on se dit, bon, allez, non, ça va aller. Bon, d'habitude, je mets tant de R&D. Oh, mais là, mon produit est tellement génial. Allez, avec 5% plutôt que 7%, ça passera. Et puis, en com, je vais quand même mettre un petit peu moins parce que j'ai, ma com, elle doit être uniquement sur Internet et j'ai vraiment un community manager qui est canon. Donc, c'est un mauvais calcul, ce que je vous dis, d'essayer dès le début de rogner. Il vaut mieux se mettre, l'idéal, c'est de créer de la valeur par le haut, c'est-à-dire que vous avez, en général, plus votre proposition est attractive, plus vous allez pouvoir la pricer haut, quoi. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on a souvent peur, notamment en France, culturellement, on est un peu complexé par rapport au prix. Ah là là, mais je ne vais pas gagner trop d'argent, je ne suis pas un sac capitaliste, moi je veux que ça ait du sens, etc., etc.
il faut essayer de se… le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est qu'est-ce que j'apporte au conso par rapport à l'existant. Qu'est-ce que j'apporte à ma cible? Ma cible, elle fait comment sans mon produit aujourd'hui? Et ce gap que je lui apporte, combien je le price, quoi. Et il vaut mieux commencer plus haut que plus bas, parce que, comme dit, un prix, ça ne fait que s'éroder dans le temps, parce que y a l'environnement concurrentiel qui va en général, s'il y a une bonne idée, tout le monde va se mettre dessus et il va commencer à y avoir une bagarre. Et donc, il faut commencer le plus haut possible pour se donner les moyens de continuer à innover ou à entretenir l'attractivité de mon produit. Lancer quand mon prix se sera un peu érodé, parce qu'il va s'éroder, et bien effectivement, à ce moment-là, sortir de mes cartons la petite amélioration que j'ai financée avec la marge que j'ai faite, et je reviens sur le marché avec un produit ou un service un cran au-dessus, et du coup, je me maintiens dans le temps avec un équilibre. Alors après, il y a des équilibres dans la boîte qui vont se créer, mais à chaque fois que vous arrivez, moi, mes boss me disaient toujours, et j'ai toujours gardé ça comme obsession, Céline, chaque fois que tu lances un nouveau produit, il faut qu'il ait une contribution positive par rapport à la moyenne de ta gamme. Il faut qu'il apporte plus. Il faut toujours tout tirer vers le haut, parce que la concurrence, naturellement, tire vers le bas. OK? Bon, je parle de ça, on a un peu dévié du sujet, mais c'est important. Ouais, donc les prix, typiquement, on était présent toujours chez Seb. Quand j'étais directrice marketing Asie-Pacifique, on avait nos 7 filiales, on était plus ou moins fort partout et on n'était quasiment pas présent en Indonésie. L'Indonésie, c'est un marché monstrueux. Il y a un marché potentiel. C'est le plus gros pays en termes de population après la Chine et l'Inde. Et on n'était pas présent et on y est allé passer une semaine avec l'équipe pour voir un petit peu quels sont les gros marchés. Alors, on avait acheté des datas avant, comme d'habitude. Bon, là, on ne s'est pas fait avoir comme avec la Chine. On y est allé longtemps, on a visité des magasins, on a discuté avec des patrons de magasins, on a discuté avec les patrons de Carrefour, etc., qui étaient présents. Et en fait, on s'est rendu compte que les prix moyens, alors les prix moyens de marché étaient à peu près 30% inférieurs à ceux des pays les plus émergents dans lesquels on travaillait, la Thaïlande, le Vietnam, etc., avec des niveaux de qualité qui étaient souvent assez basiques. Mais en fait, le marché, il y avait des marques, et notamment Philips, qui se disaient que ce marché, c'était un marché du futur, parce qu'il est gigantesque en termes de population. Et donc, stratégiquement, ils avaient fait ce choix d'y aller à perte là-bas et de se refaire la cerise au Japon, en Chine ou quoi que ce soit. Nous, on a décidé de ne pas y aller parce que les prix étaient trop bas et qu'on a modélisé ça et on s'est dit non, le jeu n'en vaut pas la chandelle. On va perdre trop d'argent pendant trop d'années. On reviendra quand le marché il aura maturé un petit peu. Donc, tout ça pour dire que, je veux dire, c'est votre choix, quoi. C'est pas parce qu'un marché est gigantesque que vous y êtes pas que c'est grave. Il faut que ça s'insère bien dans votre stratégie et que les prix localement soient OK. Parce que vous n'allez pas, voilà, je veux dire, il y a des codes, il y a un prix moyen. Et vous avez beau arriver avec votre joli produit, s'il ne fait pas vraiment quelque chose de dingue, de mieux que les autres, vous n'arriverez pas à le vendre plus cher. Donc, regardez bien les prix locaux et si c'est trop bas, si ça ne vous permet pas de dégager le profit dont vous avez besoin, surtout n'y allez pas. Donc, votre avantage produit, on en a parlé. Et pour en revenir, il faut absolument aller voir sur place, discuter avec les gens, comment ça marche localement. Hyper important aussi. Je vais vous donner encore un exemple de repassage. Alors celui-là, il est assez édifiant. Vietnam, il y a une dizaine d'années, Groupe Seb rachète un leader local en ventilation. Donc les ventilateurs. Dans ces pays d'Asie du Sud, qui sont assez émergents, le pouvoir d'achat est plutôt faible, il fait hyper chaud.
les foyers ne sont pas équipés en clim, mais en ventilateur. Il y a à peu près 7 ventilateurs par foyer, donc c'est gigantesque, il y en a partout. Donc Seb avait racheté un acteur local, super, qui avait lui-même des points de vente qui vendaient des ventilateurs. Et on s'était dit, bon, bah super, on va utiliser ces points de vente. Enfin, moi, je m'étais dit, je vais y mettre quelques fers à repasser. Ça le fera bien. Il va bien s'en vendre 2-3. Donc là, vous connaissez, vous imaginez la suite. Il ne s'en est pas vendu parce que quelqu'un qui rentre dans un magasin qui vend des ventilateurs, ce n'est pas pour acheter un fer à repasser. Premier renseignement. Bon, ça, on l'a très vite vu et j'allais dire, ce n'était pas grave, on s'y attendait. Et on a dit aux commerciaux, donc on avait toute une force de vente, on avait nos propres magasins, on devait en avoir, je ne sais plus, 250 à travers le Vietnam, une force de vente qui allait vendre dans tous les petits corner shops, espèce de caverne d'Alibaba qui vendait tout ce qui est petit électro. Et on avait positionné, on avait été dans ces magasins, on avait regardé la concurrence, il y avait soit Philips qui était là comme marque étrangère, avec un prix, on va dire, base 100, soit des produits chinois assez bas de gamme qui étaient, on va dire, à prix 60. Et nous, on s'était dit, eh ben, on va arriver avec Tefal, on ne va pas faire la même erreur qu'en Chine. Bon, déjà, il y a des fers vapeur, super. Philips est connu, nous, on n'est pas connu, mais on est quand même marque internationale. On va se mettre entre les deux. Donc, on va se mettre à 80. Philips 100, nous 80. Super joli, les produits qu'on vend un peu partout dans le monde, et les Chinois, 60. Super, on fait une promo pour que tous les petits magasins nous prennent 4 cartons, c'est pas beaucoup, on avait fait un carton gratuit sur 4, là on s'est dit c'est sûr, on va en vendre. Vous allez me dire non, vous n'en avez pas vendu, effectivement, un an après on n'avait toujours rien vendu, et vous savez pourquoi ? Parce que franchement, là, on s'était dit, non, mais c'est pas possible, quoi. On a un produit qui est aussi bon que Philips. Partout dans le monde, il se vend mieux, alors qu'il est au même prix. Là, on le met 20% moins cher. Et bien parce que, donc après avoir incriminé les vendeurs, les ceci, les cela, on est allé parler aux petits propriétaires de ces tout petits magasins de coin de rue. Et en fait, ce qu'ils nous ont dit, c'était qu'eux, ils vendent 1000 choses, produits d'électroménager. Ils n'ont pas du temps, finalement, d'aller vendre quelque chose que le consommateur ne connaît pas. Donc, quand il y avait un conso qui voulait un fer à repasser, eh ben, il lui proposait soit Philips qui était à 100, soit le chinois qui était à 60, mais il n'avait pas le temps de lui expliquer pourquoi Tefal, c'était le bon choix à 80. Quoi. Et donc, ça restait au fond des cales. Et un an et demi après, on a tout vendu, on a fait des promos, on a perdu de l'argent et on a arrêté de vendre des fers à repasser au Vietnam. Oui. Donc, tout ça pour dire que si on avait été discuter, en plus, je veux dire, au Vietnam, j'y allais assez régulièrement. J'étais allée visiter des grands magasins, style Darty, etc., etc. J'étais allée visiter tous ces petits corner shops. C'est comme ça qu'on avait décidé du positionnement prix. Mais on n'avait pas parlé et on n'avait pas compris finalement le besoin et comment ça marche pour que le revendeur, finalement, il ait envie de revendre mon produit. Donc, si vous passez... si dans votre business model, vous avez besoin de passer par un revendeur, comprenez toujours exactement, il est presque plus important de rentrer dans les objectifs et de répondre aux besoins de vos revendeurs que ceux du consommateur final. Quoi. Ou en tout cas, c'est aussi important. Quoi. Vous avez beau avoir un produit qui est super bien positionné, etc., etc. Si le revendeur, pour X raisons, ça ne rentre pas dans sa manière de faire, vous êtes mort, il se passera. OK ? Donc, vraiment, allez discuter avec tous les intervenants de la chaîne de valeur. Ne laissez rien au hasard. Des petites choses comme ça, toutes bêtes, peuvent faire que finalement, même si votre produit il aurait pu trouver sa place sur le marché, parce que quand on le compare bêtement chez soi en test de performance, de design, etc., il est bien positionné.
Mais si le revendeur, ça ne rentre pas finalement dans son cadre et dans ses objectifs, vous ne passerez pas. Donc, enseignement à bien garder en tête aussi. Donc, une fois que j'ai passé au tamis les quelques pays que j'imaginais intéressants pour mon produit ou mon service, que effectivement j'ai été voir sur place ou j'ai envoyé quelqu'un, j'ai parlé à des gens, à des experts, j'ai bien vérifié tout au long de la chaîne de valeur les enjeux finalement des uns et des autres. Mon produit a l'air voilà, je pense qu'il a sa place. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, non, il y avait un autre truc, vérifier également les autres barrières à l'entrée, barrières douanières. Alors les barrières douanières, ça c'est facile parce que c'est très lisible. Il y a des pays dans lesquels il y a tout un tas de barrières déguisées, notamment je pense au Brésil, où il y a des taxes locales, une fiscalité qui dépend en fait des États et qui fait que si vous vous installez, si vous mettez votre filiale ou vous choisissez un distributeur dans tel État plutôt que tel autre, et ben déjà, vous avez 10 points de marge qui se baladent dans votre PNL. Donc ça, c'est des choses qui sont absolument pas lisibles vu de l'extérieur. C'est pour ça que souvent, en fait, il faut vraiment au début au moins passer par un partenaire local dans des pays comme ça un petit peu compliqués. Donc il y a le Brésil, l'Algérie, l'Inde, l'Indonésie, la Chine, c'est des exemples. Mais quand un pays est très peu lisible, il vaut mieux démarrer avec un partenaire local, quitte à après monter votre propre filiale. Et la logistique, voilà, je vous parlais de la logistique tout à l'heure, ça c'est un sujet sur lequel je pourrais revenir des heures, mais ce n'est pas forcément lié à l'international. Mais il y a des pays qui sont intrinsèquement compliqués à opérer logistiquement, par exemple l'Indonésie, au-delà du fait que les prix sont bas, c'était la raison pour laquelle on avait décidé de ne pas y aller. L'Indonésie, c'est des milliers d'îles partout, et si vous n'avez pas un réseau qui est très capillaire, avec beaucoup de voitures, beaucoup de vendeurs, qui met du temps à partir. Enfin, il faut souvent des entrepôts, plusieurs entrepôts dans le pays. Bref, ça coûte une blinde, c'est hyper compliqué. Donc, essayez de screener également ça, en tout cas de lever les gros loups avant de vous engager dans un marché. Alors, une fois que j'ai fait ma petite shortlist, je vais estimer vraiment la taille de mon marché. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de choses, il y a énormément de data que vous trouvez maintenant sur Internet, que ce soit gratuit ou payant, mais c'est hallucinant. En général, quand je cherche des data, que je suis sur un nouveau marché, une nouvelle start-up à laquelle je bosse, on trouve toujours de l'info, particulièrement si vous faites vos recherches en anglais, en fait. Vous allez trouver beaucoup plus de choses. Vous allez être sur des sites autres et des informations comme si puis il y a peut-être une culture anglo-saxonne de la data, mais bref, moi j'ai trouvé, des fois j'étais sur des marchés ultra pointus, là je mettais un exemple sur des marchés de tests de cardiotoxicité dans les gros groupes pharmaceutiques qui développent de nouvelles molécules. J'ai réussi à reconstituer la taille du marché uniquement par Internet. Donc, vous pouvez tout trouver. Il suffit d'y passer du temps. Il y a les chiffres des douanes qui peuvent être intéressants si vous êtes sur des marchés qui sont complètement importés. Exemple, quand j'étais chez Danone, quand j'étais en Australie, je m'occupais de certain nombre de catégories, et notamment des catégories moutarde. Mon chef m'avait dit, Céline, ce serait bien de lancer de la moutarde maille en Australie. Va voir un petit peu, va faire une petite étude de marché. Donc, j'avais rien à l'époque. J'avais à moitié un ordinateur, quoi. Et donc, j'étais allée dans les magasins, j'avais regardé, etc., etc. Et puis après, j'étais allée consulter en fait les informations des douanes. Et je m'étais rendu compte que 100% en fait, des acteurs australiens, enfin, intuitivement, je me doutais bien qu'il n'y avait pas d'usine de fabrication de moutarde localement. Effectivement, il n'y en avait pas.
Et donc, effectivement, via les douanes, c'était assez facile, sans acheter donc, des data chères, assez facile de reconstituer la taille du marché. Donc voilà, il y a plein de moyens. C'est important d'estimer la taille du marché parce que finalement, c'est le point de départ quand même le plus sûr ou le plus logique avant d'estimer mon potentiel. Et une fois que j'ai estimé ma taille de marché, donc la taille de marché, c'est quand même mieux de l'estimer, de chercher des chiffres en valeur, parce que ça, vous allez l'utiliser surtout pour construire votre chiffre d'affaires. Et c'est plus facile de faire des règles de 3 sur la valeur. Néanmoins, idéalement, c'est encore mieux d'avoir le volume et la valeur. Mais moi, je fais tout uniquement sur la valeur en général au début. C'est plus simple. Et après, je vais estimer ma part de marché potentielle. Ça, comment vous faites? Tout le travail que vous avez fait sur la concurrence, finalement, c'est ça qui va vous permettre de vous dire, eh ben voilà, mes concurrents, il y en a tant. J'ai un plus qui est vraiment pertinent, facile à expliquer, qui ne représente pas un surcoût dingue, etc. Là, je vais pouvoir me dire, ben voilà, le concurrent numéro 1, il a l'air d'être partout. Moi, je vais commencer petit, je vais mettre 1% de part de marché la première année, 2% en année 2, et puis après, je vais, avec tel partenaire, je vais pouvoir accélérer, et donc je vais aller à 5 en année 3. Soyez, voilà, essayez. Alors, vous me direz, ouais, mais j'en sais rien, c'est de la boule de cristal. Il vaut mieux des hypothèses bien réfléchies que pas d'hypothèses du tout, déjà. Il faudra toujours que vous preniez des hypothèses au début. Vous pouvez réfléchir aussi en termes de si vous avez des produits d'équipement qui doivent aller équiper des foyers, eh ben, vous pouvez réfléchir en termes de taux de pénétration des foyers. Si vous avez des services, si vous vendez des apps ou des choses comme ça, là, j'allais dire, vous partez sur le taux d'équipement de votre population cible. Essayez d'être toujours un petit peu prudent, benchmarker par rapport à l'expérience que vous avez déjà en France, et gardez toujours en tête qu'il faut se laisser du temps pour la montée en puissance. Si vous estimez que effectivement votre part de marché potentielle, elle est, je ne sais pas moi, de 10%, ce qui est déjà hyper bien, vous n'aurez jamais 10% en année 1, évidemment. Donc, montez toujours en puissance graduellement d'année 1 à année 5. Votre potentiel, c'est la taille de marché fois la part de marché, ça vous le savez. Et derrière, vous allez vraiment décider d'y aller ou de pas y aller, enfin avant d'aller sur place même, il faut que vous ayez fait votre compte d'exploitation simplifié, que vous ayez mis le chiffre d'affaires sur 5 ans que vous avez calculé comme on vient de le voir. On en a parlé tout à l'heure, que vous mettiez tous les coûts et plutôt fourchette haute de ce que finalement vos opérations vont nécessiter, que ce soit en termes de fonctionnement day-to-day, de fonctionnement des ventes, mais également d'investissement R&D, com, etc. Et effectivement, si vous hésitez entre 3 pays, c'est qu'une fois que vous aurez fait cet exercice, c'est-à-dire le pays sur lequel il faut aller, ce n'est pas le pays qui a à 5 ans le plus gros chiffre d'affaires, c'est le pays qui a le plus gros résultat à 5 ans. Le chiffre d'affaires, on s'en fout, en fait. On imagine au début, un petit peu naïvement, que c'est le chiffre d'affaires, l'élément absolu, l'indicateur qu'il faut suivre. Mais comme certains, un DAF, je ne sais plus de quelle boîte dans laquelle j'étais, me disait Céline, sales is vanity. On s'en fout des ventes. En fait, profit is sanity, il disait, et en fait, le maître mot, c'était cash. Et ça, vous le savez, puisque vous avez votre propre entreprise. Effectivement, le cash, c'est ça qui fera que vous tiendrez et que vous passerez les moments un petit peu compliqués. Mais voilà, sur le cash, c'est encore une notion qui est dynamique dans le temps. Pour prendre des décisions business, faites systématiquement des PNL simplifiés et ne regardez que le bas de ligne.
Et ça, faites-le tout seul. Alors, je ne sais pas aujourd'hui où vous en êtes dans vos boîtes, si vous avez une compétence financière, si vous l'avez ou si vous en avez dans votre équipe. Je vois souvent des startups qui utilisent des modèles qui sont bien gaulés, hein, comme Fizi, etc. Je ne sais pas si ça vous parle, qui sont des modèles, en fait, vous allez renseigner une douzaine d'onglets, et puis à la fin, ça va vous sortir à la fois les bilans, le compte d'exploitation, et puis vous allez pouvoir un petit peu voir des beaux graphiques, des beaux indicateurs, mais c'est vraiment une tannée à remplir, et du coup, c'est tellement long à remplir que c'est pas assez agile, en fait, pour prendre les premières décisions dont on est en train de parler, où, ok, je vais plutôt... enfin, cette espèce de réflexion en entonnoir au début, elle ne supporte pas des outils trop lourds en réalité. Donc, il vaut mieux faire quelque chose, le faire systématiquement, mais au moins quand même l'avoir fait avec vos neurones et toutes les informations que vous aurez récoltées sur le marché, sur la concurrence, etc., et tout ce que vous connaissez de votre entreprise, faire des petites PNL simplifiées à 5 ans. Et après, bien sûr, donc là, une fois que vous arrivez là, vous allez pouvoir choisir. Tiens, allez, je pense que c'est dans ce marché que je dois aller en premier. C'est là où vous allez investir dans un billet d'avion et aller voir sur place. Et une fois que vous avez vu et que vous avez confirmé que c'est ce que vous voulez faire, là, vous allez affiner avec vos financiers sur un modèle nickel chrome où chaque ligne est bien vérifiée. Mais ne vous engluez pas dans un modèle trop lourd et trop détaillé dans une phase un peu amont où vous êtes encore en train de dégrossir et de faire vos choix de marché, parce que ça va un peu vous écœurer et vous déciderez peut-être de zapper cette phase de PNL parce que votre modèle est trop compliqué, alors qu'il ne faut absolument pas la zapper. Il vaut mieux la faire de manière simplifiée que pas la faire du tout. Parce qu'encore une fois, vos choix stratégiques et business, ils sont là pour créer de la valeur et créer du bas de ligne. Voilà. Et donc, derrière, je vais voir sur place et je me confronte à la réalité. Hyper important de se confronter à la réalité. Même si vous êtes sûr et certain de votre fait, parlez aux gens, parlez aux utilisateurs, parlez aux intermédiaires, allez observer. Alors après, ça va vraiment dépendre des produits, hein, mais si vous avez un produit un peu d'équipement ou de conso, allez observer les utilisateurs. C'est vraiment d'une très grande richesse. Ça vaut le billet d'avion. Et ça permet d'identifier assez vite s'il y a des gros loups, vous allez les voir à ce moment-là. Voilà, et donc en conclusion des différents éléments en tout cas qu'on vient de passer ensemble, vérifiez le marché concurrent. Voilà, tous vos plans sont faits d'hypothèses, mais essayez d'avoir les hypothèses les plus justes possibles et les plus honnêtes. Ne vous faites pas plaisir, quoi. Hein. Si vous pêchez un peu par facilité ou par excès de confiance, vous le paierez. Donc, faites bien ce travail en amont et faites, ça je crois que vous l'avez compris, un compte de résultats simplifié, absolument systématique, et n'enclenchez que ce qui crée du profit. Donc, voilà les slides que je voulais partager avec vous. Donc maintenant, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous avez des questions liées à des problématiques en particulier que vous avez? Est-ce que d'ailleurs certains d'entre vous sont là finalement, parce que c'était ce qu'on s'est dit un petit peu avec l'équipe, l'international, ça vient souvent dans un deuxième temps. Donc, il n'est pas évident que, aujourd'hui, vous avez certainement d'autres problématiques, mais certains d'entre vous ont peut-être un produit ou un service qui est pensé pour l'international, auquel cas,
vous êtes déjà les mains dedans et vous avez peut-être déjà des questions particulières. Voilà, si vous avez des questions, vous avez vu, c'est un mélange international et toujours proposition de valeur finalement, hein, parce qu'on en revient toujours là. Donc, si vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas non plus. On a encore un peu de temps. Il est quelle heure? Ah ouais, j'ai quand même beaucoup parlé. Hein. On a 20 minutes. Bonjour, Julien Legris. Excusez-moi, je suis arrivé avec un petit peu de retard. J'ai eu, comme il se doit, la merde du mercredi matin quand on a une call fixée. Alors, vos slides, pour ceux que j'ai vus, m'ont beaucoup parlé parce que je suis un ancien directeur export. Donc, grosso modo, j'ai vu des choses que j'ai pratiquées. D'accord. Donc, effectivement, ça a du sens. C'est grosso modo ce que je faisais. Hein. Deuxième point, alors, moi, j'ai un projet qui est une app, qui est une smart app, qui est en gros un carnet d'entretien virtuel pour votre voiture. Tout le monde, en gros, vous ne suivez jamais les frais de votre voiture. Si vous allez au garage, ou vous classez au mieux votre facture dans un tas qui reste, vous la mettez à la poubelle. Et ça génère en fait des surcoûts sur les voitures, des problèmes d'entretien. Donc, on a tout un concept autour de ça qui est dédié B2C, mais où il y a énormément de B2B derrière. Le projet est d'entrée internationale. Notre CEO est turc, elle est basée en Espagne, moi je suis français basé en Suisse, les deux autres sont basés en France, mais il y a un Italien dans l'histoire. On a un premier marché cible qui est la Turquie, parce qu'on sait que notre app correspond pour partie à un besoin fort sur la Turquie, qui est le besoin de traçabilité en cas de revente du véhicule. On a été approché par un partenaire local qui est une autre start-up, qui, elle, est une plateforme pour vendre des véhicules d'occasion en Turquie. Donc, en grosso modo, il rachète des véhicules, il les check et il les remet en vente. La problématique en Turquie, c'est que la traçabilité de l'historique du véhicule, c'est assez rock'n'roll. On va dire c'est Inch'Allah. Ouais. Inch'Allah, on sait ce qui s'est passé. Avez-vous déjà rencontré ce type de relation où d'entrée, vous rentrez en fait dans une sorte de joint venture, de partage avec une autre entreprise, sans qu'il y ait forcément d'études de marché, parce que les gens viennent plutôt vers vous. Et qu'est-ce que vous me recommandez dans ce cas-là? Sachant qu'on est sur du digital, donc c'est pas si évident que ça que d'aller compter les pots de moutarde. C'est clair, c'est clair. Votre CEO, il est turc, c'est ça? Oui, Serap est turc. C'est une demoiselle. Ah, ou elle est turque. Donc, elle habite là-bas, elle a un réseau là-bas. Oui, on a tous les deux un très gros réseau là-bas. Je dirais que les deux autres associés sont plutôt les membres côté France et Europe, et nous, on est plutôt les membres côté international. Moi, pays arabe, elle, Turquie. Elle travaillait pour moi avant. D'accord. Alors, ça m'évoque deux trucs, ce que vous me dites. La première, c'est attention à... alors, c'est génial quand il y a des partenaires qui viennent vers vous, des clients, parce que c'est hyper rassurant. Oui. Mais il faut faire gaffe, ça ne doit pas être eux qui drivent votre boîte, quoi. D'accord. Ça ne doit pas remplacer quelques checkpoints, quoi. Particulièrement, alors, moi, j'ai beaucoup travaillé avec la Turquie quand j'étais chez Seb. C'était un gros marché pour nous. Oui. On avait une filiale, enfin, on a une filiale là-bas, et on bossait avec quelques distributeurs. Vous le savez mieux que moi, c'est un marché hyper rock'n'roll. Oui. Il y a eu énormément de problèmes qui auraient pu être graves, de business qui était hyper borderline, qui s'est envenimé. Et derrière, le DG, pendant des années, il avait 3 gardes du corps, il a reçu des menaces de mort, etc. etc. Donc, faites méga gaffe, vérifiez... alors, c'est difficile, hein, mais vérifiez au maximum un petit peu le profil des personnes de ce porteur potentiel. Ouais, je sais, c'est compliqué. J'étais dans la pièce auto, donc le côté mafieux et le côté, on va dire, nécessité de sponsoring d'autorité X ou Y, je l'ai bien connu. Ouais. Il faut quelquefois savoir sponsoriser certaines situations pour les débloquer.
Ouais. Mais des fois, c'est mieux que ce soit pas vous qui les sponsorisiez. Des fois, c'est mieux que ce soit. Ça n'a jamais été moi. Ouais, voilà. Ouais, Je ne ouais. veux pas savoir. Voilà. I don't know. Après, je sais ajouter 2 et 2. Ouais. Le deuxième point, disons que je vous entends, mais pas que sur la Turquie, parce que ce modèle pourrait s'exporter sur d'autres pays. Aujourd'hui, en priorité, nous, on avait visé le G5, donc Allemagne, Italie, France, Espagne, Angleterre. L'app est déjà traduit en espagnol, en italien, en français et en anglais. La Turquie, ça a été plutôt le truc qui nous est tombé dessus, du fait de notre réseau assez rap et à moi. Et on s'est dit, bon, bah, on y va comme ça. De toute façon, on était parti sur l'international. Après, regardez le risque. Je veux dire, quel est le risque que ça se passe mal? Quelle est votre mise de départ? Est-ce qu'il y a un risque de porosité entre les différents marchés? C'est-à-dire, si ça se passe mal en Turquie, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la France, le UK, l'Espagne D'accord, ok, je vous suis là-dessus. Ok, je comprends le problème que vous évoquez. Ça peut être une autre façon de prendre la décision, parce que finalement, on ne peut pas tout border. C'est un pays qui est rock'n'roll par essence, vous le savez. C'est une opportunité. Maintenant, s'il y a des choses, si vous arrivez, voilà, si vous n'êtes pas sûr de finalement la manière dont va se passer le business, et est-ce que vous allez, en gros, ça va se passer comme vous l'imaginez, ou est-ce que vous allez vous faire entuber, j'allais dire, s'il n'y a pas une grosse mise de départ et que ça n'apporte pas de conséquences sur les autres marchés, j'allais dire, peut-être qu'il faut y aller, quoi. Parce que c'est aussi en y allant qu'on apprend, quoi. Oui, le risque, bon, et Serap a un gros réseau sur place, et puis moi aussi, enfin, ça fait 15 ans que je grenouillais là-bas. Le risque, alors, c'est pas tellement un risque de pollution sur les marchés ouest européens, c'est que la Turquie va nous servir de lab pour le Moyen-Orient et les stands. Ok, donc c'est une opportunité. Ouais, à partir du moment où on arrive à faire marcher ça en Turquie, Ouais. grosso modo, ça sera, si on va vers le Moyen-Orient, ça sera une jolie carte de visite. Ouais. Après, bon, Ouais. le nombre de pays, je dirais, solvables au Moyen-Orient, c'est à part les Émirats, ça va. L'Arabie Saoudite, j'ai un énorme doute, ils n'ont plus de pognon. Et le pays qui sera très intéressant à l'ouverture, ça sera l'Iran. Ça sera très, très, très intéressant. Parce que très smartphone, l'Iran. Ouais, certainement. Et puis des gens très éduqués. Oui, très, très éduqués. Ouais. Après, j'allais dire, ça, c'est l'étude de marché que vous avez déjà faite intuitivement. Assurez-vous dans votre business model, par rapport à vos histoires de solvabilité, etc., qu'un maximum est payé upfront, quoi. D'où l'intérêt de l'app. Parce que l'app, vous payez au téléchargement sur le store. Voilà, c'est ça. Donc, j'allais dire, alors je ne sais pas quel est votre investissement après, c'est l'équilibre entre votre investissement de départ et la suite de l'histoire, l'histoire des prix. Est-ce que effectivement, votre plan, votre business plan, il est basé sur un prix que vous estimez aujourd'hui? Les choses évoluent très vite dans le monde des apps, et la Turquie, il se passe plein de choses en Turquie. C'est des gens hyper agiles, hyper business et hyper smart. Ils font tout mon marketing digital. Hein. Exactement. Il est localisé là-bas, ça me coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Ouais. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait votre app, qu'elle soit copiée hyper rapidement. C'est sûr qu'elle va être copiée. Donc, du coup, je ne sais pas si vous étiez là déjà quand je parlais de ça, mais mettez-vous en ordre de bataille pour avoir une V2, V3, V4 produits à mettre sur le marché pour sans cesse recréer de la valeur, parce que vous allez être copié, vous allez être banalisé assez vite. Enfin, alors à moins après je ne sais pas quel est votre dispositif, en quoi il est protégé, mais les apps en général, il faut vite faire du pognon et en développer d'autres en parallèle, quoi. Donc voilà, j'allais dire, vous avez l'air quand même d'être à peu près outillé d'un point de vue culturel. Oui, c'est ça. Vous savez où vous mettez les pieds.
vous avez des Turcs dans votre équipe. L'idée d'en faire une espèce de hub pour le Moyen-Orient, Proche et Moyen-Orient, bon, voilà, vous n'êtes pas le premier à le faire et vous avez raison. Enfin, moi, j'adorais bosser avec les équipes turques parce qu'ils sont vraiment ce pont culturel entre Western et Eastern. Donc oui, a priori, vous avez raison. Maintenant, voilà, soyez hyper lucide sur le fait que ça peut... la belle histoire va peut-être pas durer hyper longtemps et préparer vraiment la suite, quoi. D'accord, ok. Oui. En fait, et tous les pays dans lesquels vous allez, si vous avez un doute sur le fait que vous êtes payé ou que... Enfin, je veux dire, si vous n'êtes pas payé, ça ne sert à rien, quoi, c'est ça. Donc, il vaut peut-être mieux aller dans moins de pays et bien faire ce que vous avez à faire et prendre le pognon où vous êtes sûr que vous allez le prendre plutôt que vous embourber dans des trucs où vous voyez pas ça. Vous voyez pas. Je crois que le risque, il est plus en fait sur le partage de l'investissement parce que le paiement, au moins sur la partie B2C, mon store, donc paiement immédiat. Donc là, on évite le truc. Il y a fixer le niveau de prix par rapport au coût qu'on a derrière. Ça, c'est un autre sujet parce qu'on ne peut pas pratiquer un prix Western Europe en Turquie, surtout en ce moment avec la lire. Oui, c'est clair. Il y a ça aussi, effectivement. Apprêtez-vous à augmenter vos prix tous les mois, quoi. Oui, c'est clair pour vous, quoi. Voilà, la monnaie a été divisée par 10 en 8 ans, donc voilà. Je pense qu'effectivement, il y a un besoin de customisation, donc d'investissement commun. C'est plus là où je vois, moi, le point un peu rock'n'roll, parce qu'ils vont nous faire, en gros, ils vont vouloir nous faire cracher au bassinet sur la customisation et sur tout le travail de publicité social media turque. Et je pense que c'est plus là où j'ai des difficultés. On va se partager l'invest. Après, oui. De toute manière, il y a un moment, il faut payer pour voir. Hein. Ouais. Et c'est ça la magie de justement tout ce qui est social, digital, etc. C'est que vous pouvez tout mesurer. Donc, assurez-vous que vous ayez un bon data analyst dans votre équipe, quoi. Là-bas, il y en a des tonnes et pas cher. Et assurez-vous, effectivement, alors j'allais dire, construisez un contrat en béton avec votre partenaire. Après, quand il y a des problèmes, on sait bien que... le droit commercial turc, oui, et puis le droit commercial turc ne sera jamais en faveur exactement. d'un non-turc. D'où le besoin d'avoir une turque dans l'équation. Ouais. Après, peut-être que allez-y step by step en Turquie. Peut-être pas obligé de voir hyper grand. Faites peut-être un marché test. Est-ce que c'est possible ? Oui, dans la stratégie, parce que dans l'IT, simplement en termes d'investissement, par exemple, payer du Facebook Ads, ce qui est assez efficace dans notre cas. Vu la structuration de la Turquie, c'est-à-dire 4 ou 5 villes essentielles, Istanbul, 22 millions d'habitants. Après, c'est simple, il faut faire Istanbul, Ankara, Izmir, et peut-être des deux ou trois autres villes d'Anatolie. Dans un premier temps, mais déjà vous faites Istanbul, vous avez 22 millions d'automobilistes potentiellement, voire plus. Donc, ça sera géocentré. On fera Istanbul-Ankara, de toute façon, avant de s'étendre. Simplement parce qu'en termes de social media, il va falloir cibler des gens qui vont être intéressés. Après, ne sous-estimez pas non plus. Je me souviens, en Turquie, c'était hyper spécifique à la Turquie. Vous parliez de B2B, vous allez, j'imagine, vous accoquiner avec quelques réseaux de revendeurs, etc. Il n'y en a pas. Non ? Il n'y en a pas. Alors, des revendeurs de pièces, oui, il y en a. Et je les connais tous très bien. Des réseaux de garage, il n'y en a pas. C'est en train de se créer et c'est un des partenaires potentiels avec qui on discute. Ok. En tout cas, identifiez les prescripteurs, quels qu'ils soient, les prescripteurs physiques aussi. Ça va être des bons ambassadeurs pour vous.
Et il y a encore quand même vachement cette culture. C'est marrant d'ailleurs, c'est souvent les pays jeunes comme ça. Moi, je me souviens, dans ces pays-là, on faisait à la fois énormément de digital et à la fois le levier de vente le plus important, c'était les démonstratrices dans les magasins, quoi. Donc, il y a un côté aussi très, très User experience. hard. Et il faut que vous vous appuyiez aussi sur les réseaux physiques d'une manière ou d'une autre, quoi. Et effectivement, je crois ce que je vois et ce qu'un mec me dit, en qui j'ai confiance. C'est un… Enfin, ne négligez pas ça. Je pense que ça peut être aussi un bon levier en complément. Il faut des ambassadeurs, quoi. Ouais. D'accord. Je vous remercie beaucoup parce que ça me permet… enfin, vous avez évoqué quelques pistes auxquelles on n'avait pas pensé, mais par contre, ça vous validez la vision qu'on avait déjà, quoi. Ouais, globalement, ouais, ça paraît tout à fait logique ce que vous faites. Ok, merci. Bonne chance. Alors, est-ce que les uns et les autres, Mélanie, photodiff? Tiens, ouais, du coup. Oui, j'ai une question qui est peut-être un peu… je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse là-dessus, mais vous parliez tout à l'heure justement d'études marketing en amont sur Internet. Est-ce que vous auriez dans votre besace, quelque part, quelques sites référents qui pourraient aider vraiment là-dessus? Je pense que c'est une question, il n'y a pas vraiment de réponse là-dessus, mais au cas où. Il n'y a pas de site spécialisé. Franchement, non, parce que si vous allez chercher des infos sur le marché du cuir dans le monde, sur le marché des tests pharmaceutiques, en fait, moi, je démarre toujours par une bonne vieille recherche Google, quoi. Comme je vous disais, si vous voulez des infos internationales, il vaut mieux les faire en anglais. Ou en chinois si vous suivez la Chine et que vous savez parler chinois, mais commencez déjà par l'anglais. Et puis, il faut y prendre un peu de temps et vous tapez tout ce qui arrive, quoi, tout ce qui arrive en page 1, en page 2, des fois même plus loin. Et puis, creuser, et assez vite, en fait, à partir du moment où vous cherchez, si vous mettez dans vos mots-clés je sais pas quoi, market size, worldwide market size de l'industrie qui vous intéresse, vous allez être surpris, vous allez avoir plein de trucs payants qui vont arriver. Les achetez pas tout de suite, parce que c'est toujours entre 2 et 5 000 $. C'est des études qui sont assez alléchantes comme ça, parce que vous allez voir, ça vous montre que ça va vous donner l'information par pays, segmentée par tel usage, par telle cible, etc. etc. Souvent, vous n'avez pas besoin de toutes ces informations, en fait. Souvent, alors moi, ce que je fais souvent, c'est que je lis quand même les premières lignes de ces offres commerciales, et dedans, il y a souvent déjà quelques infos globales, et vous allez pouvoir aller piocher la taille du marché mondial. Alors, vous n'aurez pas toute la segmentation, mais après, et en rapprochant les uns des autres, vous arrivez, enfin moi, j'arrive souvent à reconstituer le canevas. Et après, typiquement, ce que j'avais fait, j'avais un travail à faire sur une alternative au cuir, et je voulais comprendre un peu toute la segmentation du marché de la maroquinerie. Les études, ils les vendaient sur Internet 5 000 balles, et j'avais reconstitué les marchés globaux et tout, et j'avais uniquement acheté une étude France en me disant finalement ce sera à peu près ça, quoi. Si en France je vois que les sacs c'est 80% et la petite maroquinerie de voyage 10%, les consommateurs de maroquinerie de luxe sont à peu près les mêmes partout dans le monde, je ne serais pas très très loin, et du coup j'ai payé l'étude France qui devait coûter 80 balles, et après j'avais fait des règles de 3 et des grands ensembles, quoi, et ça donne, voilà. Donc en fait, il faut être assez agile, mais vous allez trouver une mosaïque de plein d'infos. Vous allez un peu vous donner mal à la tête pour bien les faire recouper, parce que souvent en plus
c'est le piège de ces études ou de ces études aussi sur Internet, qu'elles soient payantes ou pas payantes. C'est de quoi on parle exactement quand on dit le marché de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, essayez aussi de vérifier ça pour ne pas partir sur des fausses hypothèses. Typiquement, quand j'avais commencé à plus creuser le marché de la chaussure de cuir, et en fait, je me suis rendu compte en creusant que c'était le marché de la chaussure, mais dans cuir, il y avait cuir et tous les simili-cuirs. Donc voilà, n'hésitez pas à y passer du temps et chaque mot est important en fait. Et changer un petit peu le wording des mots-clés de votre recherche pour recouper. Et puis si tout se recoupe à peu près, vous êtes bon, allez-y là-dessus pour commencer, quoi. C'est surtout pour dégrossir en fait. Ce ne sera jamais ultra juste, mais l'important c'est que ça vous donne des grands ensembles et que ça vous permette en fait d'éliminer surtout les choses qui sont trop petites ou pas intéressantes ou quoi que ce soit. Ok, super. Ça va? Ouais, parfait. Merci beaucoup. Bon, merci. Avec plaisir. Bonne chance à tous. Ouais, merci à toi aussi. Ouais. Ouais. Merci. Au plaisir. Merci, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.